accélérer la transformation numérique de l'Afrique, créer une dynamique, écraser les barrières et créer un impact. Il faut savoir que c'est vrai, Deloitte, je l'ai présenté tout à l'heure, et beaucoup connaissent Deloitte au niveau de ses missions d'audit, de commissariat aux comptes, mais au niveau du département conseil, nous avons une intense activité digitale. Je pense que certains ont eu aussi à échanger ou à participer à certaines de nos activités. Et tout au long de ce débat, nous allons pouvoir aussi vous expliquer ce que nous faisons. Mais je vais d'abord demander à Madame Emmanuelle Buiti de se présenter, de nous dire un peu son parcours et ce que fait DigiBoost de Enabel. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Buiti Amekoudi et je suis, comme l'a dit Monsieur Maxime, en charge du projet DigiBoost au sein d'Enabel, l'agence de développement belge. Donc DigiBoost qui est un projet de renforcement de l'écosystème de l'économie numérique avec comme porte d'entrée le renforcement des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, encore appelé SAEI, que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler dans le panel précédent. Pour me présenter, j'évolue dans cet environnement depuis une quinzaine d'années, notamment avec une expérience en Afrique de l'Ouest et Centre. Et j'ai notamment pu mettre en place une structure d'accompagnement, monter un programme qui s'appelle Ethristars au sein d'une SAEI ici au Bénin, qui a appuyé les entrepreneurs, une centaine d'entrepreneurs pendant quelques années. Et j'ai depuis l'année dernière en charge ce projet qui vient renforcer l'écosystème de ces SAEI. Merci beaucoup, Madame Buiti. Madame Leila Adedjouma, parlez-nous de vous et surtout de haut les lunettes, parce que je pense que la moitié de la salle porte vos lunettes. Bonjour à tous. Donc, haut les lunettes, nous sommes une entreprise depuis 23 ans au Bénin, dans la lunetterie. Je pense qu'on intervient sur ce panel surtout pour parler de notre expérience digitale, étant donné que nous avons plusieurs magasins, au total 9 magasins sur Cotonou. Donc on a quand même une expérience assez intéressante, comment on a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Très bien. On aura le temps de rentrer dans le sujet. Alors là, je suis quand même assez confortable et bien privilégié, hein, parce que quand vous êtes de formation informatique, technologique, et vous avez Monsieur Médégan à votre gauche, au-delà du panel, vous êtes content, parce que c'est votre patron qui est là. Un de vos patrons en tout cas. Donc, cher DG, présente-toi et présente-nous l'ANSSI Bénin. Merci Maxime, merci pour les fleurs aussi. Alors, Wanilo Médégan, en charge du pilotage de l'ANSSI. L'ANSSI est une agence de l'écosystème numérique gouvernemental avec l'ADN, la CI, la SUCEP et quelques autres entités. Et l'ANSSI se concentre sur la mise en œuvre d'une stratégie nationale de sécurité numérique afin de sécuriser le cyberespace béninois, ses interactions avec le cyberespace global et de lutter contre la cybercriminalité. Merci beaucoup. Marc-André Loco, directeur général de l'Agence de développement du numérique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos amis et puis nous dire un peu ce que fait l'ADN dans l'écosystème? Merci Maxime. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de présenter l'ADN en un mot. C'est l'agence qui a été créée par M. Adjouvi, donc qui est dans le public. Donc à partir de ce moment-là, ça suffit pour comprendre ce que c'est que l'agence pour le développement du numérique. Non, je suis très heureux d'être parmi vous. Et l'ADN a un rôle évidemment de pionnier au niveau du secteur du numérique. Travaille en coordination bien évidemment avec les différents agents du secteur, l'ANSSI, et sous la supervision du ministère du numérique et de la digitalisation. Donc globalement, 3-4 axes majeurs d'intervention. Les infrastructures numériques, bien évidemment. Les questions qui touchent à l'éducation, donc la généralisation de l'usage du numérique par la formation et l'éducation, et d'autres thématiques peut-être un peu trop techniques comme la TNT, qui est la télévision numérique terrestre, mais également, plus généralement, une agence qui accompagne la mise en œuvre des réformes. C'est un élément important, parce qu'un cadre réglementaire est absolument important, et législatif également. Donc les réformes dans les secteurs, l'ADN accompagne
bien évidemment tous les acteurs pour rendre notre écosystème plus dynamique et plus efficace. Merci. Merci beaucoup, Marc-André Loco. Et effectivement, je me dois de saluer la présence parmi nous de M. Serge Adjovi, qui est le directeur de l'ACI et qui également est celui qui a créé l'ADN et qui est un acteur majeur de l'écosystème. DG, bonjour. Alors, je devais animer ce panel avec 5 panélistes, mais le représentant donc, de MTN s'est excusé pour des contraintes de dernière minute. Je pense aussi que c'est le sort qui en a voulu ainsi parce qu'il fallait qu'on ait une parité parfaite. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup à Deloitte et grâce à son absence, je crois que dans le panel, on a le bon équilibre. Alors, plus sérieusement, je pense que c'est vrai, la difficulté de la technologie pour beaucoup de gens, c'est que justement, c'est compliqué, c'est assez technique. Donc, on va essayer, pour un forum d'investissement, de dégrossir un peu les traits pour que les gens soient un peu confortables pour investir dans ce secteur et aider au développement de ce secteur. Donc, je vais imaginer un peu cet écosystème qu'on veut mettre en place comme une sorte de village, une ville qu'on veut bâtir. Et je sais que dans ce genre d'entreprise, les premiers éléments sont la sécurité. Il n'y a pas un investisseur qui va aller dans un domaine s'il n'a pas un minimum de confort en matière de sécurité. Donc, Wanilo, je veux bien savoir en quoi l'ANSSI, aussi à travers d'autres organes comme BJC, CIRT, etc., contribue à ce que cet écosystème attire les investisseurs par le travail que vous faites au niveau de la sécurité. Ça, c'est vraiment un lien, parce que la sécurité est souvent vue comme quelque chose de technique, simplement peut-être mettre un antivirus sur mon ordinateur, faire en sorte qu'on ne vole pas mes données, etc. Mais quelle est la conséquence en matière d'investissement, en matière de confiance dans l'investissement de ce travail que vous faites? Merci Maxime. Alors, ton introduction tombe à pic parce que la vision de notre stratégie nationale de sécurité numérique, c'est la création d'un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante. Ça veut dire que l'idée à la base de nos actions, c'est finalement de créer un écosystème où les gens sont confiants, où ils se disent qu'ils peuvent investir sans prendre trop de risques. Alors, de quel risque on parle? On digitalise, on optimise, on accélère les processus, on augmente les ventes, etc. Les clients sont plus contents, sont plus satisfaits du service. Cependant, on augmente, n'est-ce pas, le périmètre d'attaque. Et quand on parle de périmètre d'attaque, qu'est-ce que je veux dire? La sécurité informatique, c'est tout ce qui peut contribuer à préserver 3 aspects. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, si je crée mon service en ligne et que je collecte les données personnelles ou même financières ou même de santé de mes consommateurs, il est important, nécessaire et même, en fait, c'est même pas entendable que cette donnée se retrouve dans la nature ou aux mains de personnes malveillantes, comme des numéros de carte de crédit, des pathologies, des choses comme ça. Donc, c'est la confidentialité de cette donnée qui est importante. Ensuite, leur intégrité. Si, par exemple, j'ai optimisé mon processus et que tous les mois, je fais un virement à un fournisseur, n'est-ce pas, à un fournisseur qui reçoit quelques millions tous les mois, et que quelqu'un s'introduit dans mon système de virement et change le RIB de destinataire, finalement, je me retrouve à envoyer de l'argent à une personne qui n'était pas censée recevoir cet argent et me créer des dettes, possiblement couler mon business. La disponibilité, c'est aussi un aspect de la sécurité. Si on essaie de consommer mon service et que le service est inaccessible, finalement, je perds en produits. Je perds en produits, ce que je peux vendre, du coup, je ne le vends pas à ce moment-là. Et on a un autre aspect qui n'est pas très bien, comment dire, accepté encore dans la définition de cette triade-là, c'est la réputation, l'atteinte à la réputation. Je suis une entreprise sérieuse, je vends un service très sérieux, je fais ma communication sur mon site web, mais quand les clients arrivent, ils ont des pop-up pour les envoyer sur des sites pour adultes, par exemple.
simplement parce que je n'ai pas fait mes mises à jour, j'ai été piraté. Et globalement, ça crée un problème de réputation pour mon site, ou bien quelqu'un de mon entreprise, malheureusement, se fait arnaquer et ces images de lui dans des, comment dire, dans des postures pas très, un peu plutôt privées, se retrouvent taguées avec le nom de mon entreprise. C'est un problème pour ma réputation et pour mon business derrière. Donc, ce sont ces... Je n'ai pas encore répondu à la question, je vais garder la réponse pour plus tard. Mais voilà globalement les enjeux, n'est-ce pas, auxquels on peut s'exposer quand on commence à aborder les problématiques de digitalisation. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que dans la conception de mon processus de dématérialisation, de digitalisation, je dois prendre en compte le risque d'attaque cyber, donc de sécurité informatique, dès la conception de mon projet, dès la conception de mon processus. D'accord. Donc, si je résume déjà cette partie de l'intervention, je suis une entreprise qui existe, peut-être qui est classique et qui veut digitaliser son activité. La problématique sécurité permet en fait de sécuriser ces trois grands piliers que tu viens d'énoncer. OK. Dans ce cas, Marc-André, comme tu l'as dit en introduction, tu es chargé un peu, enfin l'ADN a le rôle de coordonner un peu ce qui se fait dans l'écosystème, parce qu'on a souvent du mal, et j'ai beau lire les documents, hein, je vais régulièrement sur vos sites essayer de comprendre les rôles des uns et des autres. On a régulièrement du mal à situer les étages entre ce que fait le ministère, ce que fait l'ADN et ce que fait les agences comme l'ANSSI, l'ACI, l'APSUCEP, etc. Le bloc sécurité se trouve où dedans? Et ensuite, maintenant, quel est le rôle de l'ADN dans le séquençage de ce qu'on doit faire? Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si on est en train de construire un monde nouveau. Et il faut que donc les architectes ou bien les maçons de ce monde nouveau, que chacun trouve sa place. Est-ce que tu peux nous dégrossir un peu ça? C'est assez paradoxal que tu ne comprennes pas notre écosystème, puisque je pense que tout le monde dans la salle maîtrise parfaitement les différentes agences. Non. En réalité, effectivement, nous avons le ministère du numérique et de la digitalisation. C'est vraiment l'entité qui est en charge de, je dirais, de la réglementation. Donc, tout le cadre réglementaire, législatif est piloté par le ministère. Et bien évidemment, le ministère vient superviser les actions et la mise en œuvre des orientations stratégiques de tous les acteurs du système. Et qui sont ces acteurs? Bien évidemment, vous avez l'ANSSI, donc le DG de l'ANSSI pourra continuer tout à l'heure à s'exprimer sur l'ANSSI, mais ce qui est sûr, c'est qu'il garantit quelque part la confiance numérique, il garantit finalement qu'on ait un risque, je dirais, systémique le plus bas possible par rapport à des acteurs stratégiques, hein, bancaires, télécoms, assurances, avec lesquels nous interagissons tous. Donc, il est un peu comme le garant un peu de tout cet environnement. Bien évidemment, vous avez l'ACI, vous avez parlé du directeur général de l'ACI qui est également présent, qui est un peu l'acteur qui pilote finalement le programme qu'on appelle le Smart Gouv, donc l'administration intelligente, donc les projets de digitalisation au sein du gouvernement. C'est à lui qu'on doit les services publics en ligne, par exemple? C'est ça, exactement. Pour parler plus concrètement. Exactement. Donc, quand on parle du portail des services publics, finalement, on parle de l'ACI. Quand on parle de Ivisa, on parle également de l'ACI. Ce qui est important là-dedans, c'est cette interaction entre les entités. C'est important de bien comprendre finalement les piliers qu'on retrouve globalement un peu partout. Donc chaque pays décline un peu différemment à sa manière. Mais finalement, vous allez toujours retrouver cette couche infrastructurelle dans tous les programmes de transformation. Vous avez toujours cette couche infrastructurelle qui va se retrouver également à l'ADN parce que tous les projets de déploiement des infrastructures large bande, télécom, effectivement, sont pilotés au niveau de l'ADN. Tout ce qui concerne la fibre optique et autres. Vous allez le retrouver bien évidemment à l'ACI, puisque on a tous besoin de cette couche infrastructurelle, bien évidemment. Et derrière le portail des e-services, là encore, il faut bien une infrastructure derrière. Il faut bien de l'hébergement. Donc, vous avez par exemple le data center national qui est en cours de livraison de Tier 3. Donc, c'est quand même un standard assez intéressant pour des débuts pour un État. Donc, cette couche infrastructurelle, elle est indispensable. Cette dimension concernant également les plateformes de services,
sont également un deuxième pilier que tous les États, dans lequel tous les États investissent, bien évidemment. Pas seuls, mais on a besoin que le privé puisse investir, et c'est pour ça que le gouvernement initie cette dynamique-là, parce qu'il faut voir l'État finalement comme une sorte de locomotive, parce qu'il interagit finalement avec tous, avec les entreprises, avec les individus. Donc s'il se transforme, bien évidemment, tous les acteurs autour sont obligés de se transformer. Ensuite, vous avez la dimension qui concerne tout ce qui concerne l'argent, donc la monnaie et, je dirais, les moyens de paiement digitalisés, le mobile money, hein, comme tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais on va beaucoup plus loin puisqu'il y a des projets au niveau du gouvernement, on pourra peut-être y revenir. Et ensuite, vous avez deux dernières composantes qui sont moins évidentes. Et évidemment, c'est les questions qui touchent aux compétences numériques. On en parle très peu. C'est vrai que les dernières années, ça n'a pas été le cœur finalement de la stratégie, mais là, depuis maintenant l'année dernière et sur les années à venir, ça va être une dimension extrêmement importante, la question des compétences numériques. Comment nous faisons pour qu'il y ait une meilleure acquisition, donc à différents niveaux. Tout le monde n'aura pas le même niveau, bien évidemment. Il y a les compétences de base, intermédiaires. Parce que, par exemple, quand on pose la question aux individus de savoir quels sont les freins à l'adoption de l'Internet, tout le monde pense que c'est le prix, mais ce n'est pas vrai. 60% du temps, c'est la question également de l'éducation et de la capacité à s'approprier les outils. Donc ça veut dire que l'éducation, quels que soient les secteurs, quel que soit le contexte, est indispensable pour l'appropriation de ces outils-là. Et bien évidemment, la question de l'entrepreneuriat, qui est la cinquième dimension qu'on retrouvera. Donc l'ADN va se positionner sur, bien évidemment, la question des infrastructures et tout ce qui touche également à l'éducation, comme j'ai dit jusque-là. Donc on pourra poursuivre. Je ne vais pas garder trop longtemps la parole. Merci. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, je pense que je vais rebondir plus sur la fin. Dans le baromètre cyber des entreprises africaines développé par Deloitte en 2021 et qui a été présenté donc à Abidjan lors du CAF où le DG en si était présent. Comme tu viens de le dire, c'est clair que les trois freins qui sont remontés par les entreprises sont vraiment en premier lieu un manque de compétences, un problème de compétences, de disponibilité de compétences. Après, bien sûr, peut-être faible budget et puis le manque d'appui du management. Et je crois que c'est une transition toute trouvée pour Madame Adé Djouma, parce que vous nous avez parlé tantôt donc de la transformation digitale de votre entité. Et je suis curieux de savoir quelles sont les difficultés, en tout cas dans l'ordre des difficultés que vous avez eu à rencontrer dans la transformation digitale, si la disponibilité des compétences a été un souci. Oui, tout à fait. C'était déjà ma première préoccupation. Comment apprendre et rééduquer le personnel, les collaborateurs et surtout les intéresser à la chose. Parce qu'il est facile d'avoir des logiciels, il est facile d'avoir du numérique, mais il faut savoir l'utiliser, l'exploiter. J'ai une petite question, je pense, qui peut éclairer sur le niveau de difficulté. Oh, les lunettes existent depuis combien de temps? Aujourd'hui, ça va faire 23 ans qu'on est sur le marché. Et vous avez du personnel qui est certainement dans l'entreprise depuis une dizaine, une quinzaine d'années, qui travaillait en dehors du digital, de façon purement manuelle. En fait, on est arrivé à digitaliser l'entreprise, on dira, il y a à peu près, on a débuté il y a 2 ans, de manière concrète. Et avant cela, donc, il y avait personne qui savait gérer de manière digitale l'entreprise. Mais il faut dire que notre particularité, c'est qu'il y a plusieurs sites. Donc, il ne s'agit pas juste d'un seul site géographique. Nous avons plusieurs sites. Donc, c'était comment communiquer entre les sites et surtout pouvoir obtenir un résultat de cela. Okay. Si vous avez parlé de cette expérience donc, qui a démarré concrètement il y a 2 ans et la problématique de communication entre les différents sites. Est-ce que par le passé, vous aviez déjà eu des tentatives et si vous datez de ça il y a 2 ans, quelle est la différence entre peut-être les tentatives passées qui n'ont pas abouti et cette tentative où maintenant, visiblement, je crois que ça a abouti? Quels ont été les grands changements qui ont permis que les lunettes puissent réussir sa transformation digitale? Il faut dire la première chose, c'est surtout la disponibilité d'Internet. Il faut dire qu'aujourd'hui, depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, il est facile d'avoir accès à Internet. Internet, intranet et tout ce qui va avec.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudra dire également qu'on a eu la chance de travailler avec la structure MAINFO, qui nous a accompagnés de A jusqu'à Z. C'était un accompagnement surtout dans la formation de tous les commerciaux et de l'ensemble du personnel, ce qui nous a permis de réussir. Dans le passé, on n'a pas eu d'accompagnement, c'est-à-dire vous avez un logiciel, mais vous n'avez personne pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire vous achetez, vous investissez, vous avez votre produit, mais il faut pouvoir l'utiliser. Ok, donc ça veut dire que je note 2 points importants. L'infrastructure, que disait tout à l'heure le DG de l'ADN, puisque maintenant la disponibilité de l'Internet a rendu la chose faisable, et le volet renforcement de capacité. Tout à fait. Alors, Madame Bouty, comment DigiBoost intervient pour accompagner donc, les entités comme celle de Madame Adedjouma dans leur projet de transformation digitale, ou bien ce n'est pas dans votre champ d'intervention? Alors, en fait, Madame correspond à ce que nous, on définirait comme bénéficiaire final, donc plutôt l'entrepreneur, cet entrepreneur, femme, qui utilise le numérique de manière transversale pour justement accroître sa croissance. Donc, elle est ce bénéficiaire final. Mais avant elle l'a dit, elle a dû être accompagnée par une structure. Notamment là, on va avoir, je reste dans son cas à elle, ou par rapport à ce que vous disiez quand vous parlez de village, on a différents acteurs qui interviennent à différents niveaux. Les entrepreneurs sont là. Les startups, elles existent, elles viennent, elles se créent autour d'une problématique, d'une opportunité d'idée. Là, l'opportunité, elle venait du fait qu'il fallait trouver une solution qui vient digitaliser l'intégralité de ces boutiques-là. Nous, on intervient comment? On intervient en venant renforcer un acteur qui est souvent très peu perçu, en général de manière évidente, mais qui est là depuis une dizaine d'années dans notre écosystème béninois, qu'on appelle les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant aujourd'hui depuis quelques années. On entend par là tout ce qui est incubateur, accélérateur, espace de coworking. Tous ces acteurs qui accompagnent notamment des entrepreneurs à passer de l'étape d'idée à une entreprise, une start-up avec un bon potentiel. On a beaucoup entendu un accompagnement, on a beaucoup entendu le financement est disponible mais à une certaine étape. Avant d'arriver à l'étape où on est cette TPE ou cette entreprise qui tourne, on a une idée quelque part. Et cette idée, en général, on l'a fait évoluer. On l'a fait évoluer pour la plupart du temps avec un acteur qu'on appelle les SAEI, notamment qu'on appelle globalement les incubateurs. Nous, on intervient à ce niveau-là. On a fait le choix de renforcer l'écosystème à travers le renforcement ou l'appui aux structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. D'accord. Donc, si je comprends bien le positionnement, les lunettes, c'est la structure cible finale, c'est l'entreprise innovante, on va dire, même si elle bénéficie, elle, pour son compte de la technologie. À une étape intermédiaire, vous avez les structures d'accompagnement, et ce sont ces structures d'accompagnement que vous accompagnez. Il faut le voir dans le sens inverse. D'accord. En général, on va avoir, comme on le voit dans nos écosystèmes, une présentation de magnifiques start-up ou d'entreprises qui fonctionnent bien. On a un exemple ici. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre elles, elles sont passées tout au long de la maturité ou du cycle de vie de leur entreprise par des dispositifs existants. Parmi ces dispositifs, on peut avoir des programmes d'accompagnement pour entrepreneurs, donc qui va vous permettre de structurer l'idée, qui va vous permettre de passer à l'étape d'idée à un prototype et ainsi de suite. Et nous, en fait, c'est avec ces acteurs-là qu'on travaille, qu'on appelle les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, donc les SAEI qui existent depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en compte une trentaine dans notre écosystème sur l'intégralité du territoire béninois. Très bien. Ok, vous accompagnez ces structures. Quel est le format de votre intervention? Alors, on accompagne, donc c'est du renforcement de capacité autour de 3 axes, 3 domaines d'intervention. Le premier qui est autour de la professionnalisation de cet acteur-là. Ce qu'on va voir et ce qu'on constate, c'est qu'elles existent, elles ont du mal à perdurer, elles ont des challenges à leur niveau aussi, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur les offres et services qu'elles proposent,
qui par moment ne va pas correspondre aux attentes des entrepreneurs, qui devraient l'être normalement. Elle va faire face en interne, elle aussi, à des problématiques qui sont en lien avec son modèle, avec ce qu'elle peut apporter aux entrepreneurs. Donc nous, on intervient à cette première étape. L'idée, c'est de venir les renforcer, améliorer en fait la qualité des services qu'elle propose aux entrepreneurs, à travers notamment de l'appui en renforcement de capacité, la formation des équipes, l'outillage, la restructuration des programmes d'accompagnement existants, en allant aussi quelque part les connecter avec d'autres écosystèmes avancés, écosystèmes sœurs dans lesquels elles vont échanger. Le deuxième axe, c'est on va venir renforcer le positionnement de ces SAEI dans notre écosystème, puisqu'elles existent, et il y en a beaucoup qui ne les connaissent pas. Donc clarifier leur positionnement en interne, favoriser tout ce qui est compétition plutôt que compétition, donc les emmener aussi à avoir des synergies communes, à faire qu'elles travaillent ensemble, à faire qu'elles soient plus fortes, qu'elles portent le métier d'accompagnement qui est très peu porté. On va aussi renforcer les liens entre ces structures d'accompagnement avec les autres acteurs de notre écosystème, donc faire qu'elles collaborent un peu plus avec un grand nombre d'acteurs que j'ai vus ici. On a parlé de beaucoup de financement dans le panel précédent. Les SAEI sont l'intermédiaire en général entre ces porteurs d'idées, ces startups et ces acteurs-là, et qui seraient garants en fait de pouvoir assurer qu'on va avoir des idées pertinentes, on va avoir des entreprises fortes, on va avoir des entreprises qui vont être accompagnées, qui vont pouvoir se déployer. Et en troisièmement, on va venir intervenir sur tout ce qui est éléments clés de l'écosystème, notamment en alignant l'adéquation entre l'offre et la demande de financement, en facilitant l'accès au marché. D'accord, très bien. OK. Les choses commencent à se dessiner assez bien. Je pense que, Wanilo, au niveau de la sécurité, une de vos premières missions doit être certainement la protection des infrastructures et des plateformes du gouvernement. Mais je voudrais faire l'avocat des entreprises privées comme les lunettes. Et je veux savoir, l'ANSSI, en dehors de son travail dans l'écosystème en matière de confiance au niveau des structures numériques du Bénin, qu'est-ce que l'ANSSI peut faire pour des entreprises privées en matière de sécurité informatique? Alors, effectivement, quand on prend le premier axe de la stratégie qui est la protection des systèmes d'information et des infrastructures critiques, c'est vrai qu'à ce moment, on était tenté de se dire, on va être réaliste et on va se limiter sur notre premier shot de 3 ans, là, que va durer la stratégie. On va dire la protection des systèmes d'information de l'État. Et dans nos réflexions, on s'est dit que ce n'était pas forcément juste, parce que notre mission, c'était quand même sur le territoire national et le cyberespace tout entier. Et alors, ce qui drivait cette volonté de limitation, c'était les capacités. Une seule entité ne pouvant pas assurer la sécurité de tout le monde, les problèmes de maturité, les problèmes de ressources humaines. Si je prends l'exemple de l'homologue français où ils sont 500, ils n'arrivent pas à faire le 10e de la sécurité de leur territoire. Vous êtes 500 Vous serez 500. Information classifiée. Et globalement, la réflexion s'est orientée vers le fait qu'il fallait qu'on emmène chaque entité à être premier responsable de sa propre sécurité. Et ça, on pouvait le faire en inspirant un cadre, parce qu'imposer un cadre, on ne peut pas le faire forcément à tous les secteurs. On ne peut pas se lever et dire à toutes les banques, voici votre cadre. On ne peut pas se lever et tous les médecins dire, voici votre cadre. Enfin, on peut le faire, mais c'est quand même quelque chose qui se travaille dans la durée. Donc, l'idée, c'était quand même d'inspirer un cadre, comme on fait avec la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc, c'est un cadre assez générique, n'est-ce pas, adapté effectivement aux besoins de l'État, mais dont toute entité peut s'inspirer et faire sa propre sécurité. Et donc, on s'est dit, on va mettre en place un certain nombre de politiques, de guides, de workshops, d'initiatives d'awareness, donc de sensibilisation, pour que chaque entreprise en son sein, chaque entité en son sein, et même chaque citoyen se sente d'abord responsable et garant de sa propre sécurité. Et nous, ANSSI, on se positionne en dernier rempart. Et donc, dans cette position de dernier rempart, on a déjà, par exemple, dans nos activités de surveillance, de monitoring donc, du cyberespace, on détecte parfois des vulnérabilités qui ne sont pas dans le périmètre de l'État. Donc, des sociétés privées, grosses, petites, peuvent se retrouver, par exemple, on tombe sur des serveurs de caméras
qui ne sont pas sécurisés, et on voit le bureau du DG, les salles de réunion, tout ouvert à tout le monde sans protection. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie la société en question, on envoie une alerte et on les aide à patcher si on a de la bande passante. Oui. Réellement? Complètement. Donc, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que à haut les lunettes, on a installé dans une agence des caméras de sécurité, et par vos systèmes de monitoring, vous voyez que c'est visible par tout le monde, etc. Ce n'est pas suffisamment sécurisé. Vous allez appeler Leïla pour lui dire attention, on voit ton bureau. Absolument. C'est intéressant. Alors, l'exemple des caméras est un exemple assez parlant. Non, il faut des exemples. C'est ça. On a d'autres exemples un peu plus techniques, c'est-à-dire un routeur qui présente une vulnérabilité qui vient d'être publiée. L'administrateur système n'est pas au courant et des personnes malveillantes pourraient l'exploiter pour rentrer dans le système. Donc, nous, on a des outils qui nous permettent de voir ça. On ne voit pas tout, on ne peut pas tout voir, mais on voit un certain nombre de choses. Et quand on voit ça, même si ce n'est pas dans le périmètre de l'État, on se donne comme mission quand même d'avertir les personnes concernées. Et petite parenthèse assez importante, c'est que le biais que les personnes ont, c'est qu'on se dit « je ne suis pas important, je n'ai d'intérêt pour personne, pourquoi on va me pirater ?» Ce n'est pas important. Alors qu'en vérité, quand on vous pirate, alors je vais dire 75%, voire 80%, pour rester prudent, parce que c'est sûrement plus, des piratages, en fait, ne sont pas ciblés. Quand un piratage est ciblé, c'est que vous avez fait quelque chose à quelqu'un ou que vous avez une vraie valeur, un truc particulier, la guerre entre les États, une propriété intellectuelle, un gros portefeuille, et là, on vous cible. Mais sinon, généralement, ce sont des processus assez automatisés qui finalement remontent aux pirates, qu'il y a une faille qui se trouve ici, et il s'en va, il s'installe dans le système. Il ne sait peut-être même pas comment il va vous exploiter, mais il s'installe d'abord et vous devenez une ressource qui peut exploiter de plusieurs manières, soit pour héberger des initiatives malveillantes visant d'autres personnes, soit pour miner de la crypto-monnaie si vous êtes sur un serveur qui a de la capacité, faire du spam, mettre des publicités, tout ce qui peut rapporter aujourd'hui de l'argent, parce que finalement, l'époque est révolue où le pirate piratait pour la gloire. Aujourd'hui, il pirate pour le gain financier, le cash. Ok. Voilà. D'accord, merci bien. Et je pense que tu m'aides bien à placer ma citation préférée en matière de sécurité, hein, où on dit que la sécurité de la cité tient moins à la solidité de ses fortifications qu'à la fermeté d'esprit de ses habitants. Tu connais l'historien d'Athènes? Non, je confirme. D'accord. Donc, merci beaucoup. Marc-André, je pense qu'on est au forum d'investissement, d'accord. Je crois que s'il y a des investisseurs ici, surtout sur la dernière intervention de Walindo, où moi je me dis que je suis dans un pays où les choses sont assez bien faites, où si même j'avais, malgré mes bonnes intentions, quelques failles, ça peut être screené et on peut m'aider à sécuriser un tant soit peu ce que j'ai comme investissement. Est-ce que l'étape où on en est aujourd'hui dans l'écosystème est satisfaisant du point de vue de l'Agence de développement du numérique, et quels sont les grands défis de demain? Parce que c'est vrai que tout cet ensemble a été mis en place à peu près, disons, il y a 3 ans, où c'est vraiment très opérationnel. Mais comment nous projetons dans les années à venir et quels sont les challenges qui se présentent devant nous? Merci Maxime. Alors, en réalité, je pense que l'enjeu premier, c'est de s'assurer que le numérique est au service des autres secteurs. C'est ce qui est fondamental. Et toujours partir des objectifs, je dirais, les priorités de l'État, quelque part, qui sont, in fine, l'éducation, bien évidemment, l'agriculture, la santé, le secteur de l'énergie, de l'eau, et voir dans quelle mesure, à chaque fois, le numérique peut se mettre au service de ces secteurs-là. Quand, par exemple, l'ADN travaille et va livrer d'ici la fin de l'année le réseau béninois d'éducation et de recherche, qui va permettre de couvrir finalement plus de 80% des étudiants au Bénin. Nous en avons 110 000 dans le secteur public et 20-25 000 d'universités privées. Là, clairement, nous allons franchir une première étape. Ça veut dire que dès qu'un étudiant vient sur un campus,
à des coûts, je dirais, très abordables, ça veut dire qu'il pourra accéder à ce service qui doit devenir un service de base, un service essentiel qui est l'Internet, qui doit lui permettre de se développer, d'auto-entreprendre, d'accord, de s'auto-former, parce qu'en réalité, la moitié du temps maintenant, nous nous auto-formons. Donc là, on voit clairement, c'est concret, l'apport du numérique, et c'est dans ce sens-là que nous voulons aller. Le gros challenge aujourd'hui également, c'est également de trouver des synergies. Je parle des infrastructures eau, électricité, par exemple, les routes et autres. Il faut que nous puissions coordonner les investissements, travailler moins en silo et avoir vraiment des projets intégrés qui permettent vraiment d'optimiser, parce que les ressources ne sont pas illimitées. Il faut pouvoir optimiser justement ces investissements-là. Maintenant, le gros challenge, c'est quand même comment le privé intervient là-dedans. Comment, quand le gouvernement se transforme d'un point de vue digital, il travaille avec des acteurs locaux qui lui permettent finalement d'atteindre ce objectif, mais en même temps à ces acteurs-là de se développer et de renforcer vraiment, finalement leurs outils et être capable de pouvoir gagner d'autres projets au Bénin ou en dehors du Bénin. Et je pense que quand je vois les lunettes finalement se transformer, ça veut dire que la plupart des PME peuvent le faire. Mais pour qu'elles puissent le faire, c'est la question de la conduite du changement. Et c'est un des gros challenges. C'est bien ce que fait l'État, mais comment nous arrivons à être pédagogiques, à expliquer et en tout cas à accompagner les entreprises pour qu'elles perçoivent réellement ce gain-là qu'on apporte, ce gain de productivité. Parce que c'est bien beau de dire oui, on veut atteindre, on voudrait que le numérique contribue à 10% du PIB, c'est des grands mots. Mais concrètement, comment ça se décline pour l'utilisateur final, pour l'entreprise? C'est d'arriver à lui expliquer ce gain de productivité dans son entreprise. Là, tu vas vraiment vers la notion de création d'impact. Exactement. Comment demain, elle a parlé évidemment d'outils, je ne les connais pas, peut-être qu'il y a des outils liés à la finance, des outils très légers qui lui permettent de suivre sa comptabilité, de pouvoir collecter des données quand les clients viennent dans les boutiques ou accèdent aux différents canaux qui lui permettent d'interagir avec ses clients. La question de la donnée, ça lui permettra de collecter plus de données, de connaître ses clients. Je ne sais pas, je serais curieux d'en savoir plus, mais c'est important que ces entreprises-là puissent expliquer ce gain de productivité, qu'est-ce que concrètement ça a apporté, et nous comprendrons mieux comment est-ce qu'il faut aller convaincre les autres. J'imagine que ça peut être un changement de génération, si la société a 20 ans, donc c'est bien, mais la plupart du temps, on n'aura pas forcément un nouveau dirigeant. Donc il faut être capable d'expliquer l'intérêt justement, dans un premier temps, de l'IT, des systèmes informatiques dans l'entreprise, l'importance d'avoir quelqu'un qui est responsable, qui est rattaché directement aux dirigeants de l'entreprise et qui ne soit pas juste sur un DAF. Donc vous voyez, c'est une question d'abord de transformation au niveau déjà de la perception du dirigeant. C'est vraiment important et cet accompagnement du changement-là, je pense qu'au niveau inférieur, c'est quelque chose qui est important. L'État y contribue puisque quand l'État se transforme et dit qu'il faut déposer les bilans en ligne, ça oblige l'entreprise quelque part à être capable de le faire. Quand l'État dit qu'on peut créer des entreprises en ligne, ça va dans ce sens-là. Mais l'État, à un moment donné, aura des limites. Donc il faut vraiment que nous puissions arriver, et c'est ça un peu le challenge, à créer cette dynamique-là de transformation, de gestion du changement culturel et également au niveau de l'aspect humain pour que cette adoption-là puisse s'accélérer, parce que c'est cette adoption-là qui va permettre aux entreprises d'avoir ce fameux gain de productivité dont nous parlons pour pouvoir s'améliorer et avoir du revenu. Okay. Merci. Je veux vraiment m'arrêter sur la partie où tu as développé un peu le process et tu étais curieux de voir un peu au niveau de les lunettes, comment les choses se sont passées, en posant une question très simple à Madame la directrice de les lunettes. Quel impact la transformation a créé dans votre entité? Le temps. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que la transformation nous a donné le temps, nous a permis de nous développer concrètement. Sans Internet, sans développement, sans logiciel qui fonctionne, vous allez chercher l'information. Ah, ok. Le temps d'accès à l'information? Le temps d'accès à l'information, le temps pour décider quelle est la bonne méthode à appliquer de manière commerciale, puisqu'il suffit de regarder les années antécédentes en un clic. Okay. Vous avez
C'est un gain de temps extraordinaire. Ok. Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, la transformation totale des individus. Transformation parce qu'ils gagnent du temps en magasin. Un magasin qui doit fermer à 19h30 est de plus en plus organisé pour pouvoir fermer plus tôt. Et quel est l'impact? Qu'est-ce que ça a eu comme transformation sur peut-être la qualité de vie au travail? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, ça, je vais répondre pour ma part, personnellement, tout à fait. C'est une transformation de moins de stress, parce que j'avais accès à mes informations. Quand j'ai besoin de savoir j'ai combien en banque, combien en compte, c'est un clic et j'ai les informations. Je ne vais plus demander, par exemple, à mon DAF, à mon comptable, quel est le montant que j'ai en banque. Donc vous avez une liberté de décision. Une liberté de décision, une liberté de réactivité, une liberté d'analyse qui ne dépend plus d'un tiers et ça nous permet d'avancer. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question avant qu'on ne prenne quelques questions de l'auditoire. Madame Bouiti, à la phase de mesure des impacts, DigiBoost fonctionne depuis combien de temps et comment vous mesurez l'impact de ce que vous faites en appui, donc en tout cas en accompagnement des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant? D'accord. Bon, on a comme tout projet au développement, je pense tout projet, hein, même il y a ce qu'on appelle cadre logique avec certains indicateurs qu'on suit. Mais effectivement, pour nous, on a démarré l'année dernière, hein, donc officiellement l'année dernière. Et ce que je peux dire, c'est que arriver à avoir un nombre conséquent de SAEI qui sont accompagnés, à avoir un taux élevé de structures d'accompagnement qui, elles, de leur côté, auront développé ou auront amélioré leurs services, hein, donc notamment donc leur performance, j'entends par là, avec un nombre croissant de porteurs d'idées et de start-up qui décident de se faire accompagner par ces structures-là parce qu'elles seront plus formalisées, elles seront plus professionnelles, donc plus attractives pour un certain nombre, on va dire une grosse partie des entrepreneurs qu'on voit dans nos écosystèmes. On a aussi ce qui est en lien parmi les indicateurs, notamment qui est en lien avec le nombre de start-up qui va arriver à lever des fonds sous toutes ces formes. Donc on a parlé de différentes formes qu'on a vues ici, mais c'est un besoin, le financement effectivement c'est un besoin, et avoir des projets qui soient le plus matures possible. Je pense que c'est quelques-uns des indicateurs que je peux vous donner rapidement. D'accord. Ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour sur les trois grandes problématiques de ce thème qui est la dynamique à travers ce qu'on a vu sur l'écosystème, les barrières et surtout la mesure de l'impact. Je ne sais pas, Pamela, on va demander peut-être s'il y a des questions dans l'auditoire. Oui. Merci à vous, merci cher modérateur, monsieur Aplogan, pour le respect du temps. Et c'est le moment effectivement de prendre quelques questions, 2 questions toujours, de nos chers participants. Notre hôtesse ici présente va venir vers vous pour prendre vos questions. Il n'y a pas de questions. Ok, très bien. S'il n'y a pas de questions, on va faire donc, on va demander à chaque panéliste peut-être son mot de la fin par rapport au sujet que nous avons traité et on pourra clôturer le panel. On va commencer par vous, Madame Bouiti. Merci, Monsieur Maxime. Merci à tous pour ce temps d'échange qui, j'espère, va se poursuivre après ce panel. Moi, je terminerai sur le mot synergie. Je pense qu'ici, on est dans un exemple concret de comment est-ce que les synergies et les rencontres peuvent créer de l'innovation et créer cette croissance économique. Donc, j'inviterai tous les acteurs, en fait, à se connecter et à créer des synergies ensemble. Merci beaucoup. Leïla? Pour ma part, je dirais en entreprise privée, il faut investir. Il faut investir dans le digital, c'est le futur. Donc le plus important, c'est de passer vers l'orientation de toute façon mondiale, qui n'est pas simplement du chef de l'État ou de l'État béninois, mais on n'a pas de choix. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir se développer et d'aboutir à des résultats concrets d'ici 5, 10, 20 ans, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Il faut investir dans le numérique, c'est bien ça.
Wanilo, peut-on investir dans le numérique? Effectivement, je pense que le numérique, c'est un domaine porteur. Il n'y a pas beaucoup à épiloguer dessus, c'est clair. Dans notre contexte, il faut connaître notre contexte, il faut savoir les forces et faiblesses, les acteurs en présence. Il faut faire les choses intelligemment. Dans ces investissements, il faut toujours penser, du coup, moi je vais prêcher pour ma paroisse, à la cybersécurité, qu'on perçoit toujours comme un poste de coût, un simple poste de dépense, alors que ça a plus la posture d'une assurance. Parce que le jour où ça vous arrive, vous êtes prêt à débourser plus qu'on vous avait proposé au départ. Il faut aussi faire les choses intelligemment, comprendre que dans notre pays, par exemple, l'accès, et c'est dommage que notre ami de MTN ne soit pas là, je pense qu'il aurait eu de belles choses à dire là-dessus, sur le rôle des opérateurs pour faciliter l'accès à l'Internet. Je pense qu'au niveau du secteur, on a appris une bonne leçon quand on a essayé de mettre en place le e-learning pour les universités publiques. Techniquement, ça n'a pas été le plus dur, ça a été fait, beaucoup de choses ont été mises en place, mais le principal frein a été le coût de l'Internet pour participer à tout ce qui était visioconférence, etc. Même si on a fait preuve de pas mal d'innovation, c'était quand même un peu compliqué pour les gens d'adhérer à ce stade-là. Et il faut se dire aussi qu'au Bénin, la matière grise, on en a à en revendre. Aujourd'hui, on va commencer à observer des mouvements comme on a observé en Inde, au Maroc, en Roumanie, où les pays francophones, tout du moins, commencent à percevoir bon, pas que francophones, parce que j'ai beaucoup d'expériences de retour d'entreprises américaines même qui font du travail en remote avec des jeunes béninois. Et je pense que ça, c'est une vraie plus-value que le Bénin doit mettre en avant au travers d'initiatives comme celle de l'ADN, même d'Enabel, pour exposer ses talents. N'est-ce pas? Je veux parler des talents, je vais profiter pour faire un petit auto-atalakou sur le fait qu'au Bénin, par exemple, on a, en termes de cybersécurité, des jeunes qui ont dominé le top 10. Il n'y avait que des Béninois dans ce top 10-là, sur un challenge au niveau africain, et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Du coup, au travers de toutes ces initiatives, le Bénin aujourd'hui 5e au plan de la cybersécurité sur le continent africain. Donc la matière grise qu'on a au Bénin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on expose, qu'on mette en avant pour attirer aussi des investissements et du coup aussi aller dans la formation des compétences. Donc je dirais en un mot que c'est quand même aussi un produit d'exportation. Marc-André Loco, ton mot de la fin. Merci Maxime. Je pense que j'irai vraiment dans le sens également de la question centrale des compétences numériques. Parce que les infrastructures, nous savons faire. Développer des plateformes de services, nous savons faire. Nous avons des solutions de paiement. Il n'y a qu'à voir pour les voyageurs quand ils arrivent au Bénin avec les plateformes sur la veille sanitaire et les solutions de paiement en ligne. Et je pense que sur la question du financement, une fois de plus, il y a eu un débat très intéressant tout à l'heure qui démontre que le premier frein, ce n'est pas forcément le financement lui-même. Donc la question du financement est également liée aux aspects de structuration, mais à la compétence numérique. Donc l'une des priorités aujourd'hui, c'est vraiment mettre le paquet sur les compétences numériques. Les compétences de base, donc au niveau global de la population, des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine, la Roumanie, si elles ont pu connaître ce boom-là, c'est grâce à l'éducation et aux compétences numériques. Si elles sont aujourd'hui des pôles aujourd'hui de compétences, d'expertise, où l'offshoring est possible, c'est également le cas. Mais nous avons déjà des premiers CEO, tout le monde connaît des Béninois à l'étranger qui sont, sur les 6 derniers mois, qui ont passé au moins 3-4 mois au Bénin et qui ont travaillé depuis le Bénin pour des compagnies aux États-Unis, en Chine et autres. Donc ça veut dire que nous pouvons fournir des services tout en étant au Bénin. L'enjeu maintenant, c'est d'accéder à ces marchés-là, de stimuler encore plus donc, au niveau de nos étudiants, de développer vraiment cette compétence-là. Il faut qu'elle soit généralisée, il faut que ça devienne banal. Il ne faut plus que nous en parlions. Si nous en parlons, c'est bien parce que ce n'est pas encore banal. Donc c'est mettre le paquet. Mettre le paquet parce que ça coûte bien moins cher qu'une route. 100 km de route, c'est 120 milliards. Mais quand vous avez 1 milliard, vous voyez déjà ce qu'on est capable de faire. Vous avez parlé du FAN tout à l'heure.
Je crois que c'était moins d'un demi-milliard. Et nous voyons ce que ça peut avoir comme impact dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une PME. Les PME qui sont plus de 60% de toutes les entreprises, 70% même des entreprises sont des PME, donc ont des besoins minimes. Donc, une fois de plus, le numérique, c'est un secteur qui est moins capitalistique que les autres, mais qui aide à transformer de manière complètement transversale tous les secteurs prioritaires de l'État. Donc, agissons aux différents niveaux, tant au niveau de la petite entreprise comme au niveau des entreprises comme les banques et autres. Je voulais juste dire un dernier mot, mais il a été modeste, le DG de l'ANSSI, parce que imaginez si les standards remontent, les exigences remontent, ça veut dire que les entreprises vont devoir s'adapter à ces exigences. Donc, ça veut dire investir dans leurs entreprises, ça veut dire recruter du personnel expert, adapté pour pouvoir également implémenter ces exigences-là. Donc je pense que la dynamique qui est en cours, c'est la bonne. Elle peut s'accélérer bien évidemment, mais l'aspect humain est vraiment l'aspect central sur lequel il faut que nous travaillions tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Accélérer la transformation numérique de l'Afrique, créer une dynamique, écraser les barrières, créer un impact. Je pense que l'ensemble de nos panélistes ont essayé d'illustrer chacun de sa fenêtre, de son point de vue, le sujet. On va retenir d'abord que l'écosystème béninois est très dynamique. On va retenir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On va retenir que quand il s'agit d'investissement, la sécurité est importante et en la matière, le Bénin fait partie des champions continentaux et sait accompagner les entités publiques comme les entités privées. On va retenir que investir dans le numérique ne coûte pas cher et que des PME ont pu investir et ont eu vraiment un impact au-delà de la simple solution technologique qui était souhaitée. On va retenir que la dynamique peut s'accélérer et doit s'accélérer et in fine, c'est le capital humain qui est l'enjeu et un gros travail sera fait sur ça. Je m'en voudrais, quand je dis le mot capital humain, de ne pas dire un mot sur notre managing partner, le directeur général de Deloitte Bénin, Monsieur Fabrice Comlan, qui aime beaucoup la technologie et qui croit résolument en la technologie et accompagne beaucoup d'activités dans le secteur. Donc, je dois apporter cette parole, même s'il n'est pas là. Et dans le domaine aussi du capital humain, il y a de la transformation digitale et à son niveau et au niveau de Deloitte, il y a aussi des projets pour accompagner les entités au niveau des systèmes d'information, au niveau du domaine RH. Merci encore une fois aux uns et aux autres de nous avoir consacré ces quelques 60 minutes. J'espère qu'on aura été à la hauteur de vos attentes et encore une fois, bravo à Bernard Wano et à toute son équipe pour cette superbe organisation. Je vous remercie.